Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Voilà, présentez-vous à nos téléspectateurs. Voilà, je suis Dr Edouard Zoutomou Kouroumou, président de l'Union démocratique pour le nouveau le progrès, UDRP, membre de la coalition politique ANAD. Voilà. Voilà, donc le week-end dernier, la CEDEAO a maintenu la sanction contre la Guinée, mais aussi autres sanctions est tombées, et notamment les membres du CNRD, également les membres du gouvernement sont tous interdits de voyager. Pour vous, quelle est votre lecture par rapport à cette nouvelle sanction prise par la CEDEAO? Bien, vous savez, au niveau de la CEDEAO, il y a eu cette attente, effectivement, et je dois dire que les mesures prises ne m'ont réellement pas surpris. À un moment donné, il faut se dire que nous avions déjà indiqué que la CEDEAO était en train de jouer sa crédibilité au niveau justement de la résolution des crises que nous avons en Afrique de l'Ouest et surtout de la crise en Guinée. Vous savez, à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, les chefs d'État de la CEDEAO s'étaient réunis à New York. Et c'est là justement que les premières sanctions ont pris corps, ont été annoncées, mais c'était des sanctions, disons, progressives et graduelles. Malheureusement, ces sanctions n'ont jamais été réellement enactées. Si bien que ça donnait une certaine impression, il y a eu une sorte de morosité. On a pensé que, bon, puisque la CEDEAO ne dit rien, ben, on peut se permettre tout. La réalité était complètement différente. Vous savez, moi j'aime toujours dire entre la vérité et la contre-vérité, la vérité elle est lente, elle est très, disons, résiliente, elle est même omnisciente. Parce que quand elle existe, les gens ne se rendent pas compte qu'elle existe. Mais elle est là, elle vient à son allure. Il y a eu pas mal d'efforts. Nous avons dit qu'au niveau de la CEDEAO et au niveau justement de ce qui s'est passé ici, nous n'avions aucun intérêt à avoir un bras de fer avec la CEDEAO. Nous sommes partis d'une organisation. Et cette organisation, elle a des impératifs. Si vous agréez à ça, disons, vous vous soumettez justement aux exigences, vous en réclamez les droits, ben, il faut en assumer aussi les devoirs. L'un des devoirs, c'était de nous soumettre, effectivement, et de conjuguer le même verbe avec la CEDEAO. La dernière fois que la CEDEAO s'était retrouvée, c'était pour constater effectivement s'il y avait des progrès par rapport aux recommandations qui avaient été faites. Ben, entre-temps, à l'interne, on comprend certaines décisions quand on sent effectivement que la CEDEAO va prendre des sanctions qui ne confortent pas en fait tout le monde, parce que nous connaissons tous l'aboutissement de ces sanctions. C'est justement la veille de ces réunions que l'on s'acharne à mettre en place un certain nombre de dispositifs, ne serait-ce que pour montrer à la communauté internationale que nous sommes en train de faire quelque chose. Faire quelque chose et faire la chose, c'est deux choses complètement différentes. Alors, la CEDEAO a pris des sanctions. Ce qu'il faut remarquer dans les sanctions, c'est qu'il y avait des efforts déjà pour effectivement faire annuler ce spectre de sanctions qui devrait tomber, en demandant justement d'abandonner tout ça et que l'on aille dans une dynamique, par exemple, même de créer une fédération entre 3 pays. C'est comme si c'était un effort de pouvoir effectivement faire front à la CEDEAO. C'est comme ça que ça a été perçu. Moi, j'ai trouvé que c'est un camouflet. Pourquoi? Parce que quand vous demandez à ce que l'on laisse tomber les sanctions, non seulement on les maintient, mais on en ajoute, ça veut dire que franchement ces efforts ne sont allés nulle part. Il faut avoir le courage de dire ça. Alors, l'élément important dans ça, c'est quoi? C'est que au niveau, comment on appelle, des efforts de création de la force régionale de lutte contre le terrorisme, non seulement la CEDEAO, la session de la CEDEAO à l'issue de cette 36e session, comme on appelle, de l'Union africaine, a demandé à ce que cette mission-là soit élargie.
la mission a été élargie à quoi? Élargie justement contre la prise du pouvoir par des putsch militaires. Ça, c'est un élément très important qui ne faisait pas partie justement de l'attribution ou de la mission de la force de lutte contre le terrorisme. À notre avis, la CEDEAO est en train de créer un rapport d'équivalence entre le putsch militaire et le terrorisme, parce que c'est la même unité qui va combattre justement ces deux aspects, comment on appelle, de création de crise. Le terrorisme aboutit à une crise, bien sûr, tout comme les putsch militaires. Pour moi, c'est un élément très important. Alors, c'est quand même malheureux, il faut le souligner, qu'on soit arrivé à ce stade, parce que les sanctions ne plaisent à personne. Parce que ce qui importe au niveau des sanctions, c'est que, en fin de compte, c'est le peuple qui en souffre. Et si le peuple doit en souffrir, ça veut dire que ce n'est pas des éléments desquels nous ne devrons pas nous réjouir justement de l'imposition de ces sanctions-là. Malheureusement, certaines sirènes avaient déjà commencé à distiller le fait que quand on parle de sanctions, la Guinée c'est un pays indépendant et que nous sommes souverains parce que nous avons la mer, nous avons notre propre monnaie, oubliant que à l'heure actuelle, l'heure de l'interdépendance, vous pouvez avoir votre monnaie, vous pouvez avoir, il suffit qu'on fasse un petit blocus pour que tout le monde sente la pression de la chose. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand vous dites que la CEDEAO, c'est-à-dire les conséquences liées à ces sanctions, pour vous, quel peut être un impact négatif sur la population? Parce que déjà, c'est les militaires et les membres du gouvernement qui sont interdits de voyager. Oui, mais le problème, c'est quoi? Quand les militaires on parle du gouvernement qui ne peut pas sortir. Oui. Or, les grandes questions qui concernent justement la gouvernance dans un pays ne se discutent pas seulement à l'intérieur. Ce sont des éléments du gouvernement, des missionnaires du gouvernement qui doivent sortir pour aller participer à un certain nombre de conférences, à un certain nombre de séminaires. Et c'est les instances où les grandes décisions se prennent. Alors si vos représentants ne peuvent pas être là, ça veut dire que pour les projets que vous avez en instance, ne pourront pas avoir de, comme on appelle, d'issue. C'est ça. Et tant que donc cela pour vous peut amener la révolte à la mais bien sûr, parce que justement, quand ça c'est pas fait, à supposer que l'on décide par exemple de faire un blocus par exemple au niveau de la mer. Vous êtes dans un pays où on dépend justement de l'exportation d'un certain nombre de produits, surtout des produits miniers. Alors, si ça ne doit pas aller, ça veut dire même qu'au niveau des échanges, il y a certains produits qui ne pourront pas rentrer parce qu'il y a un blocus. La mer, ce n'est pas seulement pour exporter la bauxite, c'est pour aussi recevoir d'autres produits. Donc, il y a un échange. Si à ce niveau-là, c'est bloqué, ça veut dire qu'au niveau des consommateurs, si aujourd'hui les gens crient, ils vont crier davantage. Puisqu'il y aura, disons, cette crise, ce manque criard justement de denrées ou de produits de première nécessité. Ça va davantage impacter justement la population. Donc, il faut que l'on soit suffisamment averti pour comprendre que les effets des sanctions, c'est des effets vraiment néfastes qui peuvent amener justement à une certaine révolte. Parce que la population peut le ressentir et le ressentir profondément pour être justement dans la rue de façon spontanée. C'est ça qu'il faut éviter. Dans le même communiqué de la CEDEAO, il a demandé, on a demandé bien sûr l'organisation d'un autre cadre de dialogue inclusif. D'ailleurs, oui. Parce que vous avez toujours clamé, il y a d'autres leaders politiques qui ne sont pas du tout en Guinée, certains demandaient même de localiser ce cadre de dialogue pour tenir ça ailleurs. Pour vous, avec une nouvelle sortie aussi de la CEDEAO qui demande aussi d'organiser un cadre de dialogue inclusif, comment vous comprenez cela? Mais ça justement supporte le fait que nous avons toujours décrié le cadre de dialogue qui a été mis en place, qui n'est réellement pas un cadre de dialogue. Parce qu'on a choisi, on a trié, disons, les participants au volet et on peut comprendre que c'est un cadre inclusif. La réalité, c'est que ce n'est pas un cadre inclusif. On l'a toujours dit.
vous ne pouvez pas vous-même prendre justement la décision à vous seul d'un agenda et d'un chronogramme et d'un programme pour dire que c'est ce qui prévaut. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, dans la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a une commission technique qui a évalué justement les 10 points du chronogramme. Et cette commission a trouvé que le point numéro 1, qui était le recensement général, et ça c'est connu, devrait prendre 4 ans. Or, on est en train de parler d'un cadre de dialogue dans une transition qui va prendre 24 mois. Bon, comment est-ce qu'on peut finir un programme de 4 ans dans une période de 24 mois? C'est incongru. Ça ne fait aucun sens. C'est la raison pour laquelle nous pensons, et nous avions toujours pensé que le cadre de dialogue qui a été mis en place, d'abord, le contenu de ce programme aurait dû être discuté de façon consensuelle. C'est quand vous vous entendez que certains éléments ne feront peut-être pas partie de ce programme. Mais si on les met tout, c'est un fourre-tout où on a les 10 points, et alors que dans ces 10 points, il y en a qui prennent 4 ans, et vous voulez faire le tout en 24 mois, c'est comme si vous étiez en train de faire un peu de gymnastique. Ça ne fait aucun sens. Alors, nous pensons que ce cadre de dialogue, puisque nous aimons tous ce pays, devrait rassembler. On devrait d'abord faire une sorte de pré-cadre, de pré-conférence ou une réunion préparatoire pour discuter du contenu justement de ce chronogramme. Une fois que ce contenu est connu, accepté de tous par consensus, on pouvait se permettre maintenant de lancer le dialogue lui-même. L'idée de faire, comment on appelle, d'organiser un cadre de dialogue en dehors de la Guinée, c'est au cas où les gens ne peuvent pas s'entendre, parce qu'il y a des risques sécuritaires. Et ici, les gens ne se sentent pas en sécurité. Franchement, c'est très difficile qu'ils puissent venir s'asseoir autour d'une table. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir autour d'une table alors qu'il y a des menaces qui pèsent contre vous. Et mieux, il y a ces influences de proximité. Quand vous êtes autour d'une table ici, il y a des appels intempestifs qui viennent de part et d'autre, désorienter les uns et les autres. Alors, quand vous êtes... Et ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. En Côte d'Ivoire, quand il y avait... la crise avait atteint son apogée en Côte d'Ivoire, les gens se sont retrouvés à Paris, à Marcoussis. Cela ne les a pas empêchés, effectivement, de résoudre ces problèmes ivoiriens, mais en France, à Paris. Et ce n'est pas, comme on appelle, la première fois. Même au niveau guinéen, du temps du CNDD, il y avait eu des efforts, effectivement, de faire un dialogue en dehors de la Guinée. C'était à Ouagadougou. En fait, c'est là qu'on a pris un certain nombre de décisions. Alors, dire qu'on ne peut pas revenir sur tel, moi, je crois que c'est une marque. C'est une marque, disons-le franchement, d'arrogance. Et il n'est pas dit que c'est seulement en Guinée qu'on peut résoudre les problèmes guinéens. Si tel était le cas, il y a beaucoup de choses qui ne se seraient jamais passées. Même pour que les guerres finissent, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ça ne s'est pas fait seulement dans les pays où il y avait la guerre. Ça, c'était ailleurs, justement. Parce que le cadre-là se prêtait beaucoup plus à ce que les gens s'intéressent particulièrement à ce problème. Donc, nous pensons que le cadre qui a été mis, ce n'est pas le cadre qu'il faut. On peut l'amender, mais il faut inclure tout le monde. Que tout le monde soit d'accord. Voilà les questions autour desquelles nous allons parler. Mais vous ne pouvez pas venir imposer. Et surtout, ceux qui sont exclus représentent, comme on l'a dit, disons, près de 90 à 95% de la population électorale. Il ne faut pas l'oublier. Vous allez imposer quelque chose, mais cette imposition-là ne va pas donner un résultat qui va perdurer et qui va vraiment résister devant la pression publique. C'est ça le problème qu'il faut voir. Ce n'est pas une question de dire nous sommes forts, les autres sont faibles, ce n'est pas ça. Il s'agit des problèmes qui concernent la Guinée et il faut qu'on prenne effectivement la mesure de l'importance de cette question et que le problème soit résolu en dehors des égos personnels et en dehors même de certaines considérations qu'on a pour montrer que nous avons des muscles que l'on peut flexer à tout moment. Ce n'est pas une question de muscles, c'est une question qui concerne l'existence de ce pays. C'est ça. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.